pour aborder la question de l'après-coronavirus, je suis heureux de vous présenter trois éminents économistes. Les trois sont senior fellows au Policy Center. Yuri Dadush est économiste, ancien directeur d'économie internationale à la Banque mondiale. Monsieur Al-Arbi Jaidi est membre de la commission spéciale sur le développement au Maroc et monsieur Moubarak est directeur général du Bureau de prospective économique du Sénégal. Nous savons aujourd'hui que l'urgence est à la maîtrise et à la lutte contre le coronavirus. Demain, cette crise aura des conséquences multiples dans le domaine économique et social. Je vous propose deux questions. La première sur l'impact de cette crise et la deuxième sur les mesures à prendre au sortir de cette crise. Je commencerai par Yuri parce qu'il est loin, c'est le plus loin, il est aux États-Unis. Donc c'est à lui de commencer. La parole est à Yuri Dadush. Ok, merci Mohamed. Les effets économiques et sociaux de la crise du coronavirus sont et vont être graves, même très graves. Je vous donne quelques ordres de grandeur au niveau international avant de dire quelques mots sur le Maroc, que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Au niveau international, on estime qu'aujourd'hui en France, le taux d'activité est abaissé de 35% par rapport à la normalité. Aux États-Unis, les estimations sont aux alentours de 20 à 25%. Or, les effets à long terme de la crise dépendront énormément de la longueur du confinement. Si le confinement est relativement court, les effets seront probablement graves dans le court terme, comme je dis, mais avec un espoir d'un rebondissement au quatrième trimestre de cette année, spécialement étant donné les mesures très importantes qui ont été prises pour rétablir l'équilibre dont on va parler plus tard dans ce programme. Mais dans la mesure où le confinement et l'émergence médicale se poursuivraient encore pendant plusieurs mois, à ce moment-là, il faut s'attendre à une détérioration du système financier très importante avec des effets de ralentissement de la croissance à long terme, aussi graves et peut-être plus graves de celles qu'on a observées à la suite de la grande crise financière de 2008-2009. Les impacts sociaux sont très importants parce qu'ils sont très inégaux. C'est-à-dire la couche favorisée, comme des personnes franchement comme nous qui participons à ce débat, sont relativement protégées parce qu'ils peuvent travailler de la maison, ils ont des emplois relativement stables, etc., etc. Les gens les plus âgés, comme moi, ont une pension sur laquelle ils ont. Mais pour les gens qui travaillent qui sont des ouvriers, en fait, qui travaillent au niveau des services, au niveau dans les cafés, dans les restaurants, dans les usines,
etc., qui ont beaucoup moins de ressources, les effets sont très, très négatifs. En plus, ils sont confinés en général dans des espaces relativement petits, avec des familles plus nombreuses. Donc, les effets sociaux sont extrêmement importants. Ça, c'est au niveau international. Je pourrais dire plus, les effets sur certains secteurs vont être beaucoup plus importants et les effets induits sur les pays émergents vont être très importants à cause de l'incertitude et à cause de la capacité financière limitée et médicale que ces pays ont pour réagir à la crise. Un mot sur le Maroc. Il est facile de penser que certains éléments de la société marocaine vont être moins affectés. Tout ce qui est agriculture, produits agroalimentaires, que ce soit au Maroc ou en France ou aux États-Unis, ressentent un effet très réduit parce que les gens continuent à manger et ont besoin de manger. Donc, cette partie de l'économie qui est quand même très importante au Maroc, beaucoup plus importante qu'aux États-Unis ou en France, en termes de population et en termes de produits, devrait être relativement protégée. De l'autre côté, le Maroc va souffrir de façon très importante à cause de l'importance du secteur informel dans l'urbain, là où il y a des gens qui dépendent et qui ont très peu de ressources, qui dépendent de leur travail du jour au jour. En plus, dans les villes qui sont extrêmement denses, comme Casablanca ou Tanger ou une partie de Rabat, la Médina, etc., où les gens, ou dans des alentours de villes, où les gens vivent dans des espaces très contraints, le confinement comporte beaucoup de problèmes, non seulement du point de vue psychologique, mais aussi du point de vue médical. Parce qu'on ne sait pas qui est infecté, on n'a pas suffisamment de tests. Il y a beaucoup de gens qui sont infectés, qui sont asymptomatiques et qui sont contagieux. Ça, on a montré au niveau international. Et donc, tu as le risque que ces gens seront confinés, peut-être même avec leurs grands-parents, qui sont extrêmement vulnérables à ces virus. Donc, le confinement est certainement une arme essentielle. Il n'y a pas d'alternative, on n'a pas de médicaments, on n'a pas de vaccins, etc., pour réduire l'impact du virus, mais il est loin d'être l'idéal. Donc, je m'arrête là, Mohamed. Sir Arabi Jaidi, professeur connu et reconnu au Maroc, il interviendra au titre du Policy Center of the New South. Merci, Mohamed, pour tes agréables propos. Réfléchir aujourd'hui sur l'impact du corona sur l'économie et sur la société marocaine est une entreprise qui n'est pas du tout simple, pour la raison suivante, c'est que c'est une crise qui ne ressemble à aucune autre qui l'ont précédée, parce qu'elle est à la fois une crise globale, planétaire, et en même temps, elle est aussi une crise locale, parce qu'elle touche les personnes dans leur vie personnelle, dans leurs espaces de vie. C'est aussi, surtout, la crise la plus grave que l'économie mondiale et toutes les composantes de l'économie mondiale ont connues depuis la Deuxième Guerre mondiale. Ceci étant dit, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des analyses chiffrées
de ses impacts. Parce que tout simplement, les prévisions changent, les prévisions sur l'économie mondiale de manière générale. Et nous savons que pour une économie comme le Maroc, qui est une économie de petite et moyenne dimension ouverte sur l'international, l'impact ou le choc extérieur ou le choc transmis par une baisse de l'activité économique mondiale et notamment des principaux partenaires se répercute très fortement sur nos capacités de croissance. Et aujourd'hui, ces prévisions changent parce que déjà, il y a des difficultés d'établir des scénarios crédibles sur le moyen et le long terme. Les statistiques qui sont aujourd'hui disponibles vous permettent d'approcher, je dirais, l'impact à un instant T0, mais pas à moyen et même à court terme ou à moyen terme. Il faut à chaque fois réviser enfin ces hypothèses. Mais globalement, tout le monde considère que cette crise va avoir un coût extrêmement élevé, quelles que soient les incertitudes du scénario, quelles que soient les incertitudes sur la durée de cette crise, qui est liée évidemment à des questions sanitaires et en même temps à l'effet de confinement. Mais on voit un peu partout, et le Maroc n'échappe pas évidemment à cette règle, qu'une des conséquences, c'est la chute profonde du PIB. Il est attendu que le PIB du Maroc connaisse un ralentissement très très net, peut-être le plus important connu ou vécu depuis plus de 20 ans. Et au-delà enfin, de cette approche globale sur le PIB, l'important c'est aussi de voir comment le choc sanitaire va se transmettre à l'économie nationale et comment il va aussi se transmettre à l'évolution du social enfin, du pays. Le premier impact, c'est un impact évidemment sur l'offre économique, sur les secteurs productifs, par l'effet à la fois de la baisse de l'activité économique et l'effet du confinement qui réduit évidemment l'offre de travail. Mais aussi, c'est un choc sur la demande parce qu'il va restreindre la consommation de la population et la consommation des ménages. Il va conduire aussi à un certain freinage de l'investissement privé parce que les entreprises sont dans un état de situation où il est difficile de prévoir l'avenir à court et à moyen terme, mais en même temps, leur trésorerie et leurs moyens financiers sont soumis à pression. Et en même temps, c'est aussi une demande à travers l'impact du commerce international sur notre économie. Et vous savez que la croissance de l'économie marocaine, si on l'observe sur la longue durée, ses forces motrices sont essentiellement la demande des ménages et l'investissement, qu'il soit d'origine publique ou d'origine privée ou de l'investissement international. Donc, ces deux moteurs qui ont tiré la croissance de l'économie marocaine jusqu'à présent vont subir un certain nombre de tensions et de pressions. Et parallèlement à cela, la transmission de la croissance mondiale sur notre économie va aussi faire ressortir ses effets parce que beaucoup d'activités économiques sont ouvertes sur l'international. Et nous savons que dernièrement, les performances, par exemple, de notre économie à l'export ont été essentiellement engendrées par les nouveaux métiers mondiaux comme l'automobile, comme l'aéronautique, qui aujourd'hui subissent évidemment cet effet de cette pandémie à l'échelle mondiale et qui a conduit les grandes locomotives de ce secteur à arrêter ou à fermer leur production. Et donc la chaîne de valeur va être évidemment interrompue. On peut dire évidemment qu'il y a aussi une économie parce que ces secteurs importaient des biens intermédiaires. Mais ils importaient ces biens intermédiaires qui permettaient une relance de la croissance. Donc voilà, d'autres secteurs évidemment vont être touchés, comme le tourisme, sur lequel l'économie marocaine mettait beaucoup
disons, d'optimisme ces dernières années. Il a résisté à la crise du secteur de manière globale, mais aujourd'hui, il va falloir s'attendre à ce que la baisse des rentrées touristiques soit extrêmement élevée, extrêmement forte, que cette demande touristique vienne des touristes de par le monde, mais aussi des travailleurs immigrés, qui aussi étaient une composante de la dépense touristique à travers leur séjour pendant les périodes de vacances au Maroc. J'ajouterai aussi que les transferts des RME, pour des raisons de précaution, des raisons de redéploiement de l'épargne, liées justement à la crise et liées aussi à la baisse du chômage, à l'augmentation du chômage, certainement dans ces pays-là, va se réduire aussi par une réduction des transferts et des remittances. Voilà donc un peu pour les aspects économiques et je vais m'arrêter là, mais je mettrai aussi, j'examinerai un des impacts les plus importants de la crise, c'est évidemment sur la question sociale qu'a évoqué Uri. J'ajouterai tout simplement cette appréciation suivante, c'est qu'effectivement, les actifs au Maroc sont composés essentiellement d'actifs présents dans des secteurs fragiles, vulnérables, c'est-à-dire l'informel, que le Maroc n'est pas une société du salariat qui va permettre évidemment demain de reprendre l'activité très rapidement si jamais les entreprises disposent de cette capacité de reprendre rapidement leur activité, mais ce secteur informel qui pèse très fortement sur le taux d'activité de l'économie marocaine est composé d'un certain nombre de populations pauvres, de populations fragiles, de populations précaires, et tout dépendra évidemment de comment le soutien aux ménages, et donc indirectement le soutien à la consommation de ces ménages, va s'opérer, et tout dépend évidemment de la capacité de l'État à mettre en place évidemment les dispositifs nécessaires pour permettre d'atténuer l'effet à la fois sur le chômage et sur l'effet de la dépense de consommation des personnes vulnérables. L'autre idée qui est importante à souligner pour mesurer l'impact ou l'ampleur de l'impact sur l'économie marocaine, c'est qu'elle intervient peut-être dans une conjoncture nationale aussi délicate. J'espère que la saison agricole ne va pas être aussi mauvaise que les hypothèses à un certain moment le prévoyaient, mais cette conjonction à la fois d'une crise climatique et d'une sécheresse qui va se ressentir sur les capacités de dépenses des familles rurales et la crise de Corona vont être évidemment deux chocs importants sur lesquels il faudrait prévoir évidemment toutes les mesures d'accompagnement pour éviter qu'elle n'ait un effet de longue durée. C'est l'Arabie. Oui. C'est maintenant le tour de M. Moubarak, qui est à la fois, bien sûr, un homme, un expert écouté et respecté au Sénégal, mais au-delà, et qui contribue avec les seniors fellows du Policy Center of the New South de façon remarquable par ses études, par ses analyses, ses publications. Alors, si Moubarak, donc, c'est votre tour un petit peu de nous parler de l'impact de cette crise à la façon générale, mais bien sûr au Sénégal et puis aussi au Maroc, puisque vous connaissez bien le Maroc. À vous, mon ami Moubarak. Vous m'entendez? Donc, je disais que la caractéristique principale de cette crise, c'est la soudaineté, parce que personne ne s'attendait à l'arrivée de cette crise. C'est une crise sanitaire qui a démarré en Chine. On s'attendait que ça finisse rapidement, mais il y a eu un enchaînement. Donc, les autres pays asiatiques ont été touchés, comme la Corée du Sud, ensuite les pays européens, ensuite l'Amérique. Aujourd'hui, c'est devenu une pandémie.
et des effets de chaîne. Et personne n'est épargné, parce qu'en 2008, globalement, l'Afrique était relativement épargnée par la crise financière, parce que les économies africaines, globalement, n'étaient pas exposées au système boursier mondial. Ce qui a fait que beaucoup de pays ont pu traverser la crise de 2008 sans beaucoup de difficultés. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ce qui fait que les pays pétroliers, entre 2010 et 2015, ont beaucoup souffert. Aujourd'hui, c'est une crise qui touche tout le monde, qui touche non seulement le marché à l'exportation, mais surtout l'importation. Et comme vous savez, dans un pays en développement, tout à l'heure, l'Arabie Jaïdi l'a dit, l'importation est très importante. Donc, vous avez non seulement l'importation de biens finis pour l'alimentation ou pour se vêtir, mais vous avez surtout les biens intermédiaires qui servent à la production. Et aujourd'hui, si vous prenez toutes les les équipements viennent des pays étrangers, notamment asiatiques, en tout cas pour beaucoup de produits. Ce qui fait que les échanges mondiaux, vous avez certes un ralentissement très fort des importations, mais les usines ne peuvent plus tourner. Ce qui fait que vous aurez dans les prochains mois la production. Nous sommes optimistes parce que l'agriculture continue de jouer un rôle important dans nos économies et tout montre que l'agriculture pourrait ne pas être aussi impactée que l'industrie. Il reste le secteur des services, notamment les services qui emploient le secteur informel, qui est très important chez nous également. Avec les mesures de confinement, les activités sont quasiment suspendues. Et donc aujourd'hui, vous avez le risque que la crise sanitaire débouche sur un drame social dans beaucoup de pays en développement. Donc il faut prévenir. Tout à l'heure, on parlera des mesures qu'il faudra prendre. Aujourd'hui, l'affaire, c'est d'éviter que cette crise sanitaire se transforme en crise humanitaire, en crise sociale, en plus de pouvoir être une crise économique. Parce que la crise économique, de toute façon, est bien anticipée par les gouvernements. Nous avons beaucoup d'entreprises qui vont avoir des difficultés. Donc, l'État, déjà dans ses prévisions, au Sénégal, on anticipait un taux de croissance de 6,8%. Les dernières estimations du gouvernement, c'est 3%. C'est-à-dire que plus que une réduction de moitié du produit intérieur brut. Et c'est quelque chose qui est général un peu partout en Afrique. Et donc, c'est pour dire qu'il faudra des mesures fortes, non pas encore de relance, parce qu'aujourd'hui, l'urgence, c'est déjà le sauvetage. Il faut sauver les entreprises de la faillite, il faut sauver les ménages de la faim. Et donc, c'est pourquoi il faudra trouver des solutions appropriées pour ces deux catégories et faire en sorte aussi que le moral des citoyens demeure confiant et que demain, à l'issue de la crise, ils puissent aller de l'avant et rebondir les économies. Moubarak. Alors, la deuxième question est relative aux mesures à prendre, aux mesures prioritaires à prendre au sortir de la crise. Et donc, je reviens vers Uri pour nous un petit peu parler de ces mesures, de quelques préconisations que sur cette crise et particulièrement les aspects sociaux. Il en a parlé tout à l'heure, mais on aimerait bien l'écouter et développer, à mon avis, ces idées sur les mesures prioritaires sociales au sortir de la crise. Oui, merci Mohamed, merci tous. Alors, pour sortir de la crise, il y a deux volets, bien entendu, le médical et l'économique. Sur le médical,
il faut atteindre au moins 3 objectifs. Un, c'est réduire le nombre de cas et assurer que les hôpitaux puissent faire face à la crise, donc ils ne sont pas débordés. Ça, c'est le premier objectif. Malheureusement, le seul vrai instrument qu'on a à notre disposition maintenant, en particulier dans des pays moins riches comme le Maroc, est ce processus de confinement. Mais c'est un processus qui coûte très cher, mais c'est un processus qui a montré sa validité dans beaucoup de circonstances et donc dans lequel on peut avoir confiance sur un horizon de plusieurs semaines à venir. Deuxième objectif, c'est une fois qu'on a baissé le nombre de cas, c'est d'avoir des mesures beaucoup plus ciblées. Donc, le dépistage, la capacité de faire des tests, la capacité d'identifier les contacts, etc., la capacité d'identifier qui est immune, ça c'est fondamental pour pouvoir donner le feu vert à la circulation de personnes. Et le troisième objectif, c'est de bien protéger les personnes les plus vulnérables, qui sont les personnes âgées, les personnes malades. Pour cela, il y a certaines précautions particulières à prendre. Ça, c'est, si tu veux, le volet médical. Sur le côté économique, comme vous le savez, la réponse internationale a été, au niveau des différents pays, impressionnante, même que si la coordination internationale laisse beaucoup à désirer. Mais au niveau des pays, tu as une réponse fiscale. Dans le cas des États-Unis, s'établit aux alentours de 10% du PIB. Et dans le cas de pays moins bien placés comme l'Italie, beaucoup moins, parce qu'ils ont moins de financement. Au Maroc, on a parlé aussi d'une réponse fiscale importante. Et également, il y a une grande augmentation de la liquidité, donc la réponse monétaire et du crédit dans certains pays qui peuvent se le permettre. Malheureusement, pas tous les pays peuvent se permettre d'élargir leur crédit de façon très importante parce qu'une baisse des taux d'intérêt, une augmentation de liquidité peut être accompagnée par une crise de confiance des investisseurs internationaux et une sortie de capitaux. Donc, cette capacité est certainement disponible pour les Européens, pour les Japonais, pour les Américains, mais en général moins disponible dans les pays en développement, même que beaucoup ont une marge dans ce contexte. Or, quelles sont les priorités de l'action économique pour sortir de la crise? Je dirais 4. En fait, ce qui est étonnant de cette crise, c'est qu'il n'y a pas une seule priorité. Toutes les priorités sont importantes. Donc, il y a d'abord le soutien au système médical, qui, à mon avis, bon, ce n'est pas nécessairement une dépense énorme, mais c'est une dépense très, très importante dans ce contexte. Donc, le soutien à tout le système médical, les équipements, etc. Il y a le soutien à la demande économique. Il y a le soutien social, sur lequel je vais dire un mot de plus. Et il y a le soutien au système financier et aux entreprises. Ce soutien au système financier et entreprises est très, très important pour assurer
que l'impact de la crise soit limité dans le temps. Parce que si on a beaucoup de banqueroutes et si on commence à avoir des banques qui ne peuvent plus faire face à la situation, à ce moment-là, on rentre dans un risque de dépression à long terme. Donc, le dernier est très important, mais tous les quatre sont importants. Or, le soutien social, c'est un sujet complexe parce qu'il y a beaucoup de façons d'intervenir et ça dépend beaucoup déjà si tu veux, du système de soutenance qu'il y a déjà. Donc, par exemple, aux États-Unis, on n'a pas d'assurance chômage aussi importante que l'on a en Europe. Et donc, on a opté pour des transferts directs d'argent, direct, $1 200 par personne, assez rapidement, dans beaucoup de cas. Dans le cas de l'Europe, on donne plutôt, si tu veux, tu peux te baser sur l'assurance chômage qui est là déjà, et il peut y avoir plus d'efforts à soulager les entreprises. Je pense que dans le cas du Maroc, où vous avez un secteur informel qui est absolument fondamental, qui représente la très grande majorité des emplois, je pense que probablement, tu vois, une infusion directe, donc un transfert direct aux individus et aux familles est le plus important. Voilà, je m'arrête là, Mohamed. Alors, c'est l'Arabie. Réfléchir sur la sortie de crise, auxquelles mesures sont les plus appropriées pour avoir une perspective plus heureuse et plus optimiste, nous conduit à relever un fait important. C'est que cette crise, comme je disais tout à l'heure, n'est pas comme les autres, mais comme toute crise, et celle-ci l'est encore plus, il faut gérer la complexité. Il faut gérer la complexité, c'est-à-dire il y a tellement de parties prenantes à prendre en considération, aussi bien en termes d'acteurs qui sont touchés par la crise que d'effets de cette crise économique, sociale notamment, fait qu'il faut trouver la juste dose. La juste dose pour l'action, la juste dose dans le discours et la communication à avoir par l'État à l'adresse de la société et des entreprises, et en même temps cette capacité d'anticipation, c'est-à-dire d'essayer de maîtriser le devenir de cette crise sanitaire. Et dans cette réalité, il y a évidemment des enjeux qui sont des enjeux contradictoires. Il faut faire je dirais des arbitrages, mais c'est très délicat de faire des arbitrages sur un certain nombre de sphères qui sont toutes dans une situation délicate. Pourquoi? Et toutes dans une situation délicate et qui sont en même temps touchées dans leur profondeur. Les crises antérieures sont par exemple, si je prends la crise de 2008, qui était une crise financière, il fallait agir pour que la crise financière ne soit pas transmise au secteur productif et que pour que cette crise, si elle apparaît dans le secteur productif, n'ait pas des effets sociaux importants. Aujourd'hui, c'est tout à fait l'inverse. Nous sommes dans une crise où c'est le social qui est le plus touché et qui en même temps impacte la production et qui elle-même, cette production dans le monde d'entreprise, si la situation dure, avec la pression de sur leur trésorerie et sur leurs ressources financières, va avoir un effet sur la banque et sur le système financier. Et donc, il faut penser les sorties de la crise en tenant compte de cette spécificité et en agissant sur ce processus de transmission. Et comme le disait Uri, là, je suis tout à fait d'accord avec lui, il y a ce qui relève de l'urgence. Et l'urgence, c'est aujourd'hui le sanitaire. Limiter la contagion. Parce que c'est en limitant la contagion que l'on peut réduire la durée de la crise et on peut
avoir évidemment un contrôle sur la gravité enfin, de ces retombées ou de ces effets. Et agir sur le système sanitaire et limiter la contagion veut dire tout simplement améliorer l'encadrement des soins, la qualité des soins, et en dynamique aussi, renforcer l'équipement et renforcer l'encadrement. C'est un premier point et qui est, à mon avis, l'objectif fondamental aujourd'hui si l'on veut raisonner enfin, sur une sortie de la crise. C'est cette dimension sanitaire. Mais l'urgence, c'est aussi, comme vous disiez tout à l'heure, le social, notamment les personnes les plus vulnérables. Les salariés, on a pu trouver au Maroc un mécanisme, je dirais, de très rapidement d'annoncer un dispositif qui permettait aux salariés de disposer d'un minimum de revenus proche de celui des SMIC pour maintenir évidemment cette capacité de consommation et de dépense pour des salariés qui évidemment ont un pouvoir d'achat très limité, mais qui en sont dans un besoin essentiel. Et l'autre composante, c'est l'ensemble des populations vulnérables qu'on a essayé d'approcher à travers les bases de données sur le RAMED, sur le système de santé pour les populations pauvres, qu'on a identifié sur l'ensemble du territoire. Et même si cette base de données est relativement pose quelques difficultés parce qu'il y a des entrants et des sortants enfin, dans ce régime, il y a aussi parfois des passagers clandestins. Mais toute la question aujourd'hui, ce n'est pas de réfléchir sur une base de données la plus parfaite possible, un ciblage le plus parfait. Il faut admettre une marge d'erreur, mais en même temps et surtout toucher cette population de ramédistes qui aujourd'hui tourne autour de 8 à 9 millions de personnes, certains disent même 10 millions de personnes. Et vous avez les populations encore plus vulnérables, ou parfois à besoins plus spécifiques, qui ne se sont pas déclarées dans le régime justement du RAMED et qui sont dispersés sur l'ensemble du territoire, notamment dans le monde rural, et qu'il faudrait atteindre par des mécanismes appropriés. Évidemment, nous disposons d'un système d'information qui sont les cartes d'identité nationale, mais ce système lui-même est-ce qu'il va permettre d'avoir une idée très précise sur les personnes, parce qu'autant le RAMED touche les chefs de foyer avec leurs conjoints et leurs enfants, autant les cartes d'identité touchent l'individu. Et donc, des foyers, vous pouvez avoir plusieurs personnes qui ne sont pas des ramédistes. C'est bien, ça peut renchérir, ou disons, enchérir le coût d'atteinte de ces populations, mais toujours est-il qu'il y a une difficulté de ciblage qu'il faudrait corriger au plus vite et faire surtout parvenir l'aide financière de l'État, c'est ce qu'on appelle enfin les transferts monétaires, les faire acheminer le plus rapidement possible et à la personne, aux bénéficiaires qui ont été ciblés. Parallèlement à cela, au-delà enfin, de cette dimension sociale, la question c'est celle des entreprises. Aujourd'hui, les entreprises peut-être supportent le coût parce qu'il y a beaucoup de dispositifs qui ont été mis en place pour alléger leurs contraintes financières, le report des échéances, le report des échéances notamment des impôts, l'allègement peut-être aussi d'une composante des prélèvements obligatoires et des cotisations salariales, le redéploiement du crédit. Toutes ces mesures sont extrêmement importantes et positives, mais là aussi, jusqu'à quelle limite d'horizon l'État peut être en mesure, et le système bancaire est en mesure, d'accompagner le besoin en financement enfin, de ces entreprises. La crainte, c'est qu'on arrive à une situation où il y a un assèchement enfin, de la ressource, aussi bien du système financier que de la politique, que du budget. Et donc, par conséquent, on rencontre un peu quelques difficultés à desserrer cette contrainte financière à partir de laquelle l'État peut injecter de la ressource. Est-ce qu'il faut admettre un recours à plus d'endettement, un report des échéances d'endettement, mais dans le cas du Maroc, la dette est une dette beaucoup plus interne qu'externe. Comment aller vers un endettement en allant vers l'épargne? De quel type de catégorie? C'est-à-dire les ménages, qui va avoir un effet d'éviction. Toutes ces questions doivent être extrêmement bien étudiées pour justement avoir des dispositifs à la fois cohérents, globaux, financer les ménages d'un côté, financer l'entreprise de l'autre, et pour permettre justement aussi à l'État d'avoir une certaine soutenabilité budgétaire
à moyen terme, même si on dessert le taux d'endettement ou le taux de déficit budgétaire plus exactement. J'ajouterai une chose qui est extrêmement, à mon avis, importante, au-delà de ce dosage de policy mixte, de policy entre la politique monétaire et de relance de crédit, et le fait d'éviter évidemment des faillites en cascade des entreprises qui vont se traduire par des prêts non préférentiels, etc. Et une capacité d'élargir les ressources du budget. Mais nous sommes dans une situation délicate parce que les recettes fiscales vont baisser, aussi bien celles venant de l'entreprise que celles des ménages. Donc, comment pouvoir reconstituer les capacités de l'État à assurer ce train de financement pour soutenir à la fois la demande interne et l'investissement. Mais il y a un enjeu qui, à mon avis, est extrêmement important, c'est celui de ce que j'appelle moi le côté de la crise anxiogène. La crise anxiogène, et c'est effectivement le cas aujourd'hui pour cette crise, c'est qu'elle impacte de manière importante la psychologie à la fois du consommateur, du citoyen, mais aussi de l'entreprise. Elle est anxiogène parce qu'elle va avoir un impact sur leur comportement. Et donc, il faut faire très attention à ce que les comportements des acteurs, ménages, entreprises, et aussi l'État, soient à la mesure, disons, de ce risque et en même temps de cette gravité de la crise, pour raisonner en tant que collectif et agir sur la question de l'angoisse de ces acteurs et sur leur psychologie du comportement, veut dire tout simplement qu'il faut avoir un discours qui rassure, un État qui est présent, un État qui communique de manière efficace et donc par conséquent qui répond aussi bien aux attentes et aux besoins, mais qui surtout fait en sorte que la perception de l'entreprise et la perception des ménages ne soient pas négatives face à l'évolution de la situation. C'est donc cette dimension anxiogène qu'il faut traiter, qui est la cause qui est disons, la raison fondamentale ou le vecteur plutôt fondamental de la solidarité dans un état de crise. Monsieur l'Arabi, alors maintenant, nous allons écouter Moubarak. Oui, merci beaucoup, M. Zref. Vous savez, aujourd'hui, il faut agir vite parce que nous n'avons pas le temps de se donner le temps. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, vous avez un impact multiforme à la fois sur les entreprises, avec un risque de faillite en cascade qui peut demain partir d'une faillite des entreprises, donc de l'économie réelle, vers la faillite bancaire. Parce que, disons que dans la crise de 2008, c'est plutôt l'inverse. On est parti d'une crise immobilière qui est devenue une crise financière, ensuite une crise économique, enfin une crise sociale. Donc aujourd'hui, c'est l'économie réelle et la société. C'est les deux qui sont les plus impactés. Et donc, il faut agir vite. En faisant quoi? En faisant d'abord un zoom sur les actions pour guérir les populations qui ont été impactées, qui ont été infectées, et surtout arrêter la transmission. Et enfin, limiter les décès. Je dois dire qu'à cet égard, un pays comme le Sénégal, nous avons la chance, aujourd'hui, on pense avoir des passes pics. Donc, on est dans l'autre sens, parce que chaque jour, en moyenne, on annonce plus de guéris que de nouveaux cas. Donc, il serait possible de postuler d'ici une maîtrise relative de l'épidémie. Ça, c'est le premier élément. Donc, il faut combattre la maladie, parce que c'est pour moi le plus important aujourd'hui. Parce qu'une maladie qui provoque des décès, il faut stopper l'hémorragie. Et donc, investir dans l'effort de court terme et penser aussi pour le futur, parce qu'aujourd'hui, la crise a remis en cause dans certains États au niveau mondial les certitudes. Certains États ont découvert qu'ils n'étaient pas si préparés. Ils n'avaient pas suffisamment de matériel, ils n'avaient pas suffisamment d'infrastructures. Et donc, tout cela donne une leçon pour l'après-crise. Et donc, je suis sûr
tous les États aussi de la crise vont s'évertuer à développer des plans de modernisation et d'extension des infrastructures, mais surtout à améliorer leur dispositif de gestion des urgences. Parce qu'on a jusqu'à présent géré des urgences au niveau des hôpitaux, mais les urgences nationales, aujourd'hui, on est presque dans une guerre. Et donc, je pense que depuis que l'époque moderne, je n'ai pas été là quand il y a eu la peste en 1918, mais aujourd'hui, il faut clairement définir dans les États une stratégie de sécurité civile axée sur la lutte contre les maladies et les épidémies. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est l'aspect économique. Aujourd'hui, en tout cas, de ce côté de l'Atlantique, nous réfléchissons sur un plan en deux temps. Le premier temps, c'est le temps du sauvetage. Et donc, nous avons d'abord travaillé avec l'instrument budgétaire. Donc, le gouvernement a accepté de faire beaucoup d'efforts en termes de dépenses fiscales. Il a également annulé un certain nombre de taxes fiscales. Et donc, ajoutez-y, l'État a renoncé aussi à collecter certains impôts, notamment les impôts sur les salaires. Il a également facilité le paiement de certaines taxes, comme la TVA. Et donc, tout cela va être un coût énorme d'ailleurs pour le budget de l'État, parce qu'il faudra soit trouver des économies, ou bien trouver de nouvelles ressources. Et nous anticipons d'ores et déjà un creusement du déficit budgétaire qui devrait passer de 3% comme objectif à 6%. Donc, vous voyez que l'impact fiscal va être redoutable. Le deuxième élément, c'est comment faire en sorte que les entreprises, au niveau de leur dette, au niveau bancaire, puissent ne pas être étouffées par la dette. Et donc là, il y a un dispositif qui a été mis en place par la Banque centrale, qui est une banque centrale régionale, comme vous le savez, pour pouvoir accompagner le mouvement que les banques pourraient faire pour faciliter le paiement des dettes. Donc ça, c'est le deuxième élément. Le troisième élément, il y a certains, c'est les travailleurs. Les travailleurs, le risque est énorme sur certains secteurs comme le transport aérien, le tourisme, la culture, qui vont avoir un impact très important parce que les aéroports ont été fermés, les hôtels pour l'essentiel ont été fermés. Aujourd'hui, l'État a réquisitionné 4000 chambres dans les hôtels. On peut dire que c'est une bonne chose parce que ce n'est pas quelque chose que j'entends dans beaucoup de pays. Nous avons réquisitionné 4000 chambres, ce qui fait que toute la population confinée, immédiatement, on les transporte dans les hôtels. Donc, nous, on ne les confine pas dans les maisons. Parce que le risque, c'est que si vous les confinez dans les maisons, ils passent le virus aux proches. Donc, nous, notre stratégie, c'est d'identifier le plus vite possible les cas, dès les premiers symptômes, de faire le test, de valider, ensuite de les confiner dans les hôtels et de refaire les tests progressivement pour les déclarer guéris ou pas. Donc, vous voyez que c'est un dispositif complet. Pour les travailleurs qui sont en chômage technique, les entreprises ont accepté, parce que c'est dans la loi, de pouvoir payer 50% donc du salaire. Mais pour les entreprises pour lesquelles, notamment les hôtels que l'État a réquisitionnés, là, il n'y aura pas de chômage technique parce que le personnel va continuer à fonctionner et que donc, au minimum, ils devront payer 70% des salaires. Donc, vous voyez que toutes ces mesures permettent, nous pensons, de sauver les entreprises les plus impactées. Maintenant, il y a beaucoup de PME. Ça, c'est peut-être l'élément sur lequel il faudra travailler parce qu'il y a des PME qui, de manière directe, ne voient pas, ils ne seraient pas impactés parce qu'ils ne sont pas dans le transport aérien ou dans le tourisme, mais aujourd'hui, puisque les gens ne peuvent plus se déplacer, parce que les chaînes d'approvisionnement ont été rompues, ces PME-là connaissent d'énormes difficultés. Donc, il faudra que l'État élabore et définisse, en relation avec la Banque centrale, un dispositif pour accompagner notamment ces PME à passer la crise et à pouvoir survivre. Le troisième élément, maintenant, c'est le plan de relance. Donc, nous avons commencé à réfléchir sur comment relancer l'économie, déjà même pendant la crise, parce que disons que toute l'économie n'est pas perturbée, parce qu'il y a l'économie domestique. L'agriculture va continuer à fonctionner. Il y a la demande interne
de produits dont les matières premières proviennent du marché local, il faudrait profiter de la crise justement pour faire une relance en ciblant ces secteurs relativement exposés, disons, par rapport à la scène internationale. Donc, c'est ce travail fin qu'il faudra faire secteur par secteur pour identifier les secteurs qui, sans attendre, on pourrait les booster pour pouvoir supporter davantage. Et tout à l'heure, je parlais d'un taux de croissance qui est estimé à 3%. En ciblant ces secteurs de relance, peut-être qu'on pourrait arriver à 4%, voire 4,5%. Je terminerai par les ménages. Les ménages, bien évidemment, il faut éviter un drame social. Parce qu'aujourd'hui, vous avez déjà les pauvres qui déjà souffraient. Et l'État avait défini ce qu'on appelait des bourses de sécurité familiale qui touchaient environ 300 000 ménages. Donc, si vous divisez par le nombre de ménages au Sénégal, population de 16 millions, donc 2 millions de ménages environ, ça fait 15% des ménages qui bénéficiaient de ce transfert. L'État a décidé d'accompagner ce transfert par des transferts alimentaires. Donc, toutes les familles, à partir de cette semaine, vont recevoir du riz, de l'huile, du sucre, du savon, et ça permettra à ces familles de pouvoir supporter dans les 2 prochains mois cette crise sociale qui arrive chez eux. Il faut également aider les travailleurs indépendants. Je dois dire que la seule solution qu'on a jusqu'à présent, c'est de prendre en charge les coûts et d'électricité. L'État a décidé de prendre en charge, disons, ce qu'on appelle la tranche sociale, qui peut représenter, disons, 15 000 francs ou 30 euros, disons. Donc, l'État a dit, si vos factures ne dépassent pas 30 euros, vous ne payez pas. Si ça dépasse 30 euros, je vous paye 30 euros et vous payez le reste. Donc, tout cela, c'est des transferts. C'est valable également pour l'eau. Cumulé, ça permettrait notamment aux de pouvoir s'en sortir davantage. Mais je suis persuadé que dans les prochaines semaines, des mesures supplémentaires qui pourraient cibler notamment la régulation des prix. Parce qu'une manière aussi d'aider la classe moyenne, c'est de réduire le prix des biens essentiels qui sont consommés par cette classe moyenne. Et donc, ce sera un travail qui va cibler plusieurs actions et nous pensons que la combinaison de toutes ces politiques permettra d'amortir le choc engendré par cette crise sanitaire. Merci, Boubarak. Eh bien, chers amis, je tiens à vous remercier chaleureusement. Vos contributions ont été riches, pertinentes et constructives. Et puis, je veux m'adresser à vous, madame, monsieur, qui avez suivi ce débat. Vous êtes invités à l'enrichir par vos propres analyses, remarques et observations. Bon confinement à tous, à toutes et à tous. Et donc, à très bientôt, hein, chers amis, chers fellows du Policy Center of the New South.